Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui. Il y a un souci avec ton casque? En fait, je m'entends pas très bien. Mais... Tu t'entends pas très bien? Oui. Ok, on va légèrement régler ça. Oui, là c'est bon. D'accord, Okay. merci. Merci DaFresh. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'actualité internationale nous emmène où? Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai, pardon. Donc, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Et comme le veut un peu la tradition, on va parler de deux événements qui se produisent à ce moment-là. Il faut savoir que chaque année déjà, le secrétariat général des Nations Unies fait un peu un espèce de rapport sur l'état de la liberté de la presse à travers le monde au cours de l'année écoulée, donc en l'occurrence l'année 2022. Et puis, il y a un classement qui est publié par Reporters sans frontières qui est considéré comme la plus grande organisation de journalistes à travers la planète qui, chaque année aussi, à cette date-là, publie un classement, ou son classement de la liberté de la presse à travers le monde. Et donc, je vais revenir sur deux choses, sur ces deux points-là, parce qu'il y a eu un véritable bouleversement au niveau du journalisme à travers le monde. Bouleversement d'abord qui avait commencé au début des années 2000 avec l'arrivée des plateformes numériques. Il faut savoir que l'arrivée de l'Internet a complètement changé la donne en matière d'information, parce qu'il faut savoir que avant l'Internet, la plupart des informations étaient gérées par ce qu'on appelle les médias mainstream, que ce soit la radio, la télévision. C'était des journalistes, en l'occurrence, des gens dont c'est le métier de traiter l'information, qui avaient l'exclusivité de ce rôle-là du traitement d'aller chercher l'information, la traiter et la diffuser. Maintenant, évidemment, avec l'Internet, il va y avoir l'ouverture des plateaux numériques, avec les effets aussi des réseaux sociaux. Donc, tout ça va véritablement bouleverser la donne dans le sens où il y a eu de nouveaux acteurs de l'information, même si ces acteurs-là ne sont pas des journalistes, mais ils traitent également des informations comme les journalistes. Maintenant, dans la qualité ou dans la manière de le faire, évidemment, là, il y a une très, très grande différence. Et justement, dans le discours qui a été prononcé par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il est revenu notamment sur le fait que, selon les Nations Unies, la liberté de la presse globalement en 2022 a reculé à travers le monde. Il prend pour chiffre que, deux chiffres notamment, déjà il y a 86 journalistes qui ont été tués durant l'année 2022 et 533 sont emprisonnés du fait de leur profession de journaliste. Et donc tout ça pour lui fait que de manière globale, il y a un recul par rapport à 2021. Et puis deuxièmement, il y a le fait que la législation aussi en matière de protection des journalistes et de leurs sources, évidemment cette protection-là n'est plus garantie dans beaucoup de pays, mais il accuse principalement les pays du Sud ou bien les pays qu'il considère comme étant des autocraties, ces pays-là pour lesquels il considère par exemple que la liberté de la presse n'est quasiment inexistante dans ces États-là, que ce soit la Chine, la Birmanie, l'Iran, la Biélorussie, la Russie ou encore la Corée du Nord, mais ce sont en général ces pays que eux, les pays du Nord ou les pays occidentaux appellent d'autocratie, qu'ils considèrent comme des pays où la liberté de la presse est soit gravement menacée ou quasiment inexistante, comme la Corée du Nord, où RSF, par exemple, dans son classement, a mis que la Corée du Nord est le dernier pays dans son classement dans lequel où la liberté de la presse n'existe pas. Mais là aussi, il faudrait quand même apporter un petit bémol, c'est que ce qui est, à mon sens, quand même assez troublant dans le positionnement de Reporters sans frontières, c'est que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, on a senti une espèce de changement de curseur de la part de ces organisations qui, jusqu'à présent, affichaient une certaine indépendance vis-à-vis des États. Je prends par exemple le cas de Human Rights Watch, qui avait sorti un rapport l'année dernière dans lequel, par exemple, il expliquait que des crimes de guerre en Ukraine avaient été commis à la fois par les Russes
que par les Ukrainiens, à la fois par les Russes parce qu'ils bombardaient des zones qui étaient soit des zones résidentielles, soit des hôpitaux, ou bien des zones, ou bien des écoles. Il faut savoir que ces zones-là, en temps de guerre, sont protégées par le droit international à travers ce qu'on appelle la Convention de Genève. Mais dans le même rapport de Human Rights Watch, ils expliquaient également que les forces ukrainiennes n'avaient pas hésité justement à investir ce genre de lieu-là pour y installer des forces, c'est-à-dire que les forces ukrainiennes allaient s'installer dans les écoles, dans les hôpitaux, parfois dans des bâtiments résidentiels, et tiraient sur les positions russes. Et donc, en représailles, les Russes qui tiraient également sur leurs positions-là. Et comme par hasard, ce rapport-là avait fortement été critiqué, notamment par les Occidentaux, qui avaient expliqué que Human Rights Watch n'avait pas le droit de comparer les exactions commises par les Russes et celles commises par les Ukrainiens. Et il s'était produit un fait totalement étonnant jusqu'à présent de toute l'histoire même de Human Rights Watch, c'est-à-dire qu'ils avaient présenté des excuses à l'Ukraine et n'avaient pas changé le rapport, c'est-à-dire ils n'avaient pas changé le contenu de leur rapport. Ils ont dit que c'est vrai, nous on maintient ce que l'on dit, c'est-à-dire que les Ukrainiens aussi ont commis des crimes de guerre comme les Russes commettent des crimes de guerre comme les Russes lors de ce conflit, et c'est ce qui se passe toujours en temps de guerre. En temps de guerre, la guerre est sale, elle est horrible, et donc les deux parties qui se battent commettent des crimes de guerre. Mais là, ils avaient décidé de présenter des excuses uniquement à la partie ukrainienne et non pas à la partie russe. Et depuis lors, il faut savoir que dans tous les rapports de Human Rights Watch, on parle des droits de l'homme à travers le monde, mais on ne parle plus de l'Ukraine. C'est exactement la même chose pour ce classement de Reporters sans frontières. On n'a pas classé l'Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on y a une espèce de... On a rendu un peu l'Ukraine totalement invisible sur ces questions de la liberté de la presse ou des droits de l'homme, évidemment pour faire plaisir aux opinions publiques occidentales, pour maintenir leur soutien, évidemment, à leur gouvernement pour qu'ils continuent d'aider l'Ukraine. Mais ça, évidemment, c'est un autre sujet. Mais ce qui est quand même dommage, c'est que pour des raisons purement politiques, on voit déjà là qu'il y a une espèce de bipolarisation même du traitement de l'information du point de vue de certains pays. C'est-à-dire qu'on muselle véritablement l'information pour empêcher que cela ne puisse nuire aux intérêts politiques parce que, évidemment, les hommes politiques ont décidé que la lutte l'affaiblissement de la Russie ou bien la lutte pour la lutte pour aider l'Ukraine à maintenir la liberté ou la reconquête de ces territoires qui sont pris par les Russes est plus important évidemment que la liberté de la presse. Et donc évidemment on doit s'abstenir de certaines avancées ou de certaines libertés lorsqu'il s'agit de traiter les informations relatives à l'Ukraine. Donc ça évidemment c'est une réalité qui est un peu triste. Et puis il faut savoir qu'à cause de cela, dans évidemment le discours d'Antonio Guterres, il a énormément fustigé la presse dite de l'Internet, la presse des plateformes numériques qui, selon l'ONU, et cela aussi a été reprise par Audrey Azoulay, qui est la directrice générale de l'UNESCO, l'organisme des Nations Unies qui est chargé de l'éducation et justement de la culture et qui traite justement des questions de l'information au niveau des Nations Unies. Audrey Azoulay a justement expliqué que la plupart, si tu veux, les plateformes numériques à travers les réseaux sociaux sont devenues un peu le principal diffuseur de fausses informations qui font de la propagande, etc. Et donc qui induisent les populations en erreur. Pourquoi ? Parce que les gens qui alimentent les informations à travers les plateformes numériques ne sont pas des journalistes, n'ont pas la formation, n'ont pas cette formation-là de traiter l'information, de l'analyser. Et donc, par conséquent, ils ne sont pas habilités, ils ne devraient pas être habilités à se comporter comme de véritables journalistes. Mais ce qu'Audrey Azoulay oublie de dire, c'est qu'il y a un véritable problème dans les pays dits développés où il y a une liberté de la presse certaine, c'est-à-dire que depuis le début des années 2010, on a assisté à une phagocytation, si on peut parler ainsi, de la presse mainstream par des hommes d'affaires. Il faut prendre par exemple le cas typique de la France. Il y a un rapport de Reporters sans frontières qui l'explique très bien que 90% des médias français sont entre les mains de 10 milliardaires. Donc ces 10 milliardaires-là ont la capacité à la fois de moduler l'information et donc d'influer sur les opinions publiques. C'est exactement la même chose aux États-Unis. Si vous prenez toutes les plus grosses fortunes de la planète, vous prenez Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, etc., ils ont tous, à un moment ou à un autre, dans leur escarcelle, un média. Et donc, aujourd'hui, il est difficile
pour les médias mainstream d'être libres, parce que la plupart ont été rachetés soit par des groupes financiers, soit par des hommes d'affaires extrêmement puissants. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les informations qui sont traitées par la presse mainstream sont en général occultées d'un certain nombre d'éléments qui pourraient nuire aux intérêts, évidemment, de leurs propriétaires. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus aussi se fier en totalité sur la presse mainstream. Soit elle est totalement tenue par des intérêts privés, soit elle est tenue par des gouvernements qui aussi ont leurs intérêts et qui veillent à ce que les informations qui sont véhiculées par les différents journaux dont ils ont le contrôle, ne puissent pas nuire aux intérêts de leur gouvernement. Si on prend exemple le cas aux États-Unis, on en a parlé ici plusieurs fois, notamment par exemple le cas de la valise de Hunter Biden avec l'espèce de guéguerre qu'il y avait entre le New York Post et le Washington Post, et justement où le New York Times avait dit que le Washington Post avait menti concernant le soi-disant contenu des éléments qui étaient dans l'ordinateur d'Hunter Biden pour finalement se rétracter 6 mois plus tard en disant qu'effectivement le Washington Post avait raison, parce que s'ils avaient dit au moment où l'information était sortie la première fois que c'était vrai, que l'ordinateur d'Hunter Biden... Quand on pense que le New York Post et le New York Times et le Washington Post sont les deux symboles de la liberté de la presse aux États-Unis. Voilà, et aujourd'hui, vraiment... et il ne faut pas aussi l'oublier que par exemple le Washington Post appartient à Jeff Bezos. Le New York Times a dans son capital un certain nombre de personnalités, soit de groupes financiers, soit d'hommes d'affaires américains. Donc, ce ne sont plus des groupes qui sont totalement libres, même si aux États-Unis, évidemment, il y a une très grande tradition de liberté de la presse et il y a même, évidemment, un arsenal juridique qui protège les journalistes et leurs sources contre d'éventuelles attaques, que ce soit du gouvernement et d'autres. Mais les hommes d'affaires ont compris et ont contourné justement la difficulté en rachetant à bout de bras tous ces médias-là. Il ne faut pas oublier qu'avec l'avènement de l'Internet, beaucoup de journaux papier ou radio ont eu d'énormes difficultés à pouvoir continuer à exister parce que du fait de l'Internet, les gens allaient de moins en moins acheter la presse papier et allaient plutôt privilégier la presse en ligne. Et donc ça a fait que ça a fragilisé beaucoup de médias dans les pays du Nord. Et donc ces médias ont été ensuite rachetés par les hommes d'affaires qui tiennent maintenant ces médias-là. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui même, dans le contenu éditorial de certains médias en Europe ou aux États-Unis, on sent qu'il y a un véritable contrôle de la part de ces intérêts privés-là qui maintenant sont véritablement les véritables régulateurs de ces médias-là, parce que ce sont eux qui imposent le contenu éditorial. Donc aujourd'hui, malheureusement, on a maintenant besoin soit de ces journalistes indépendants qui n'ont plus que l'Internet comme étant le seul espace de liberté qu'ils ont pour véritablement continuer à travailler, parce que la presse traditionnelle, la presse mainstream est soit aux mains de capitalistes, soit aux mains de gouvernements qui ne voudraient pas évidemment que leur malversation ou des actions qu'ils mènent et qui iraient à contresens des intérêts à contresens de l'intérêt général soient évidemment rendues publiques. Donc on est un peu dans cette situation-là et c'est la raison pour laquelle moi je dis aux auditeurs qui nous écoutent qu'ils doivent maintenant, à chaque fois qu'il y a une information, ne plus se limiter à une seule source. Quand je dis une seule source, c'est pas seulement la source mainstream, c'est-à-dire que ce soit le média papier ou le média ou la radio ou la télévision. Il faut qu'ils multiplient les sources et l'Internet, c'est justement un excellent moyen de multiplier les sources parce qu'évidemment, il y a des spécialistes parfois qui ont des blogs, il y a des journalistes indépendants, il y a même des citoyens qui donnent des informations, c'est ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Et même concernant les lanceurs d'alerte, il faut savoir que jusqu'à présent, que ce soit aux États-Unis ou en France ou dans les pays où on défend la liberté d'expression, il n'y a toujours pas de texte juridique qui protège les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, on l'a vu avec le cas de Julian Assange, qui fait l'objet d'une âpre bataille judiciaire entre l'Angleterre et les États-Unis, parce que l'Angleterre voudrait l'extrader aux États-Unis, où il est accusé par le gouvernement américain d'avoir violé un certain nombre de secrets par le biais d'informations qu'il aurait divulguées via sa plateforme Wikileaks. Il y a également le cas d'Edward Snowden, cet ancien analyste de la NSA, qui
qui a dû quitter les États-Unis et se réfugier en Russie parce que, évidemment, il fait l'objet de poursuites de la part de son gouvernement américain. En France aussi, on a le cas de lanceurs d'alerte qui aussi ont fait leur devoir de citoyen en dénonçant un certain nombre de méfaits, mais ni la presse, ni la justice ne les a entendus, alors que c'est grâce à eux que, évidemment, la justice a parfois pu avancer sur certains dossiers. Prenons par exemple le cas de la fraude fiscale en France où on avait découvert que la banque suisse HSBC avait dans son escarcelle un service qui était là uniquement pour conseiller ses clients, ses riches clients, sur comment contourner le fisc dans leur pays. Et ça avait constitué un tollé à travers la planète. Mais il faut savoir que le cadre français de HSBC qui était à l'origine de la fuite, eh bien, il fait l'objet de poursuites aussi bien par le gouvernement français, enfin, il fait l'objet de poursuites par la banque et il n'est même pas protégé par le gouvernement français. Donc, c'est une personne aujourd'hui qui ne travaille pas, qui ne va plus jamais travailler parce qu'aucune banque ne va accepter de l'embaucher étant donné son passé. Et c'est une personne qui est aujourd'hui sans ressources. Et donc même son propre gouvernement, grâce auquel, qui a pu gagner, qui a pu bénéficier de ces informations et mettre la main sur des centaines de millions d'euros qui échappaient au fisc, eh bien le gouvernement français n'a même pas été reconnaissant envers ce cadre de HSBC et aujourd'hui il est totalement abandonné. Donc, on est là dans une situation qui a totalement changé du fait de l'explosion de l'Internet avec la multiplication des sources d'informations, notamment dans le numérique, même si dans ces sources-là, ce ne sont pas toujours des journalistes, mais il y a à la fois soit des journalistes qui ont décidé de quitter la presse traditionnelle pour gagner en indépendance, soit des citoyens qui estiment qu'ils ont le devoir d'informer leurs concitoyens sur certaines réalités qui les entourent. Et donc, il faut aujourd'hui multiplier ces sources d'informations pour être véritablement à la page. Et puis un dernier point, c'est lorsque l'on se fie évidemment au classement de Reporters sans frontières, le Gabon évidemment est classé 28e en Afrique et 105e dans le monde, mais avec une moyenne d'environ 50 sur 100, donc la moitié. Bon, est-ce que c'est bon? C'est pas reluisant, on peut faire mieux. Ce que ça veut dire, c'est que il faut comprendre qu'au Gabon, il y a une pluralité médiatique, ça c'est un fait, mais si au niveau de la presse privée, il est clair qu'il y a une liberté d'expression et d'information, ce n'est pas toujours le cas dans ce qui concerne la presse publique. Parce que selon Reporters sans frontières, la presse publique est beaucoup moins enclin à avoir une information qui soit plurielle et diversifiée, à l'opposé de la presse privée qui n'hésite pas à parfois égrener le gouvernement, ce que ne fait pas forcément la presse publique. Et c'est évidemment le seul bémol que l'on peut constater concernant la liberté de la presse dans notre pays. Merci Jean-Paul avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.